Descartes dit: «Je pense, donc je suis». La théorie polyvagale dit: «Je me sens, donc je suis». Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! On a vu dans l'avant-dernier épisode les bases simples du système nerveux. Aujourd'hui, on va aller plus en profondeur en abordant la théorie polyvagale et le nerf vague. Franchement, cet épisode va te permettre de comprendre tellement de choses sur toi, tes réactions et surtout d'apporter beaucoup de bienveillance, sortir de la culpabilité quand on a un problème et tout simplement se dire: «OK, c'est mon système nerveux, je ne suis pas cassé, c'est une réponse physiologique, mon cerveau réagit». Tu vas aussi comprendre pourquoi il peut t'arriver de douter de toi-même quand tu as une estime, même si elle est saine, pourquoi tu peux manquer de clarté mentale, émotionnelle et pourquoi des fois tu broies du noir, tout te paraît compliqué, tu es découragée ou négative. Ça va faire plusieurs années que j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux, aux nerfs vagues et à la théorie polyvagale et que je me suis formée sur le sujet. Ça m'a énormément aidée personnellement, mais aussi dans mon travail de thérapeute et également dans les relations avec les autres, parce que du coup, tu comprends mieux aussi pourquoi l'autre peut se sentir ou réagir d'une certaine façon. Mais avant, on se fait un petit récap du système nerveux autonome. Ton système nerveux, c'est le chef d'orchestre de ton bien-être, de ta confiance en toi et de ta capacité à interagir avec le monde, mais aussi à le créer. Ce qu'il faut également souligner et qu'on abordera dans un autre épisode, c'est qu'il est aussi la représentation du conscient et de l'inconscient et donc il contient toutes nos mémoires depuis l'enfance, ce qui permet de comprendre aussi nos réactions, comportements et pourquoi il peut être si difficile de changer. Mais pour aujourd'hui, on va rester sur la partie très physiologique. Donc, le système nerveux est responsable de toutes les réactions automatiques de ton corps, donc la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, mais aussi, comme je l'ai dit, tes réactions émotionnelles et comportementales face au stress et au danger. Et il se divise en deux branches principales. Ok, la première, ça va être le système nerveux sympathique. Donc, c'est ta branche d'activation, de réaction, de survie. Lui, il est responsable de la réaction, comme je te l'ai dit, au stress, fuite ou combat, mais c'est aussi notre état de veille quand on ne dort pas. Il accélère le rythme cardiaque, il stimule les muscles, mobilise l'énergie, donc il est aussi utile dans le cadre d'expériences positives, comme le sport, la danse ou le jeu. Utile aussi en cas de danger, mais problématique s'il reste constamment activé. Ensuite, le deuxième, ça va être le système nerveux parasympathique, qui est celui de la régénération et de l'apaisement, responsable du retour au calme, de la récupération, quand on dort paisiblement, mais aussi des états de figement, d'effondrement qu'on va expliquer grâce à la théorie polyvagale. Il ralentit le cœur, il favorise la digestion, il régénère le corps et l'esprit, mais pas que tu vas voir. Il est essentiel pour notre bien-être, notre épanouissement, la guérison, l'introspection douce, mais aussi, j'insiste, lorsque tu veux changer, reprogrammer ton cerveau, ton inconscient pour le mieux. Tu as peut-être entendu par moi d'autres personnes ou peut-être que tu as vu sur les réseaux les mots réguler ton système nerveux, activer son nerf vague, sortir du mode survie. Récemment, Arte a même sorti un documentaire il y a un mois, Le nerf vague, dialogue entre le cœur et le cerveau. Il y a aussi énormément d'ouvrages de thérapeutes spécialisés qui voient le jour et j'en fais également partie. Bref, énormément de termes, mais tu te demandes c'est quoi tout ça? Alors, on va voir ensemble du coup qu'est-ce que cette théorie polyvagale qu'on appelle également TPV et ce nerf vague. Allez, on voit ça ensemble. Déjà, la théorie polyvagale a été créée en 1994 par le docteur Stephen Porges, qui est chercheur,
professeur de psychiatrie et neuroscientifique. On peut résumer cette théorie en une phrase. Le degré de sécurité que nous ressentons a une influence majeure sur notre santé physique et mentale et sur notre bonheur. C'est aussi simple que ça. Quand on se sent en sécurité, et non être en sécurité, c'est une distinction importante, notre système nerveux et tout notre corps connaissent un changement physiologique profond qui nous prédispose à être en meilleure santé, plus heureux, plus intelligent, à mieux apprendre et résoudre les problèmes, à nous amuser davantage, à guérir plus vite, à changer, à nous sentir globalement plus vivants, bref, à kiffer sa vie et en plus avoir une bonne estime, image et confiance en soi. Et comme le disait également Deb Dana, c'est une clinicienne, consultante, autrice et conférencière américaine spécialisée dans les traumatismes complexes et avec qui elle travaille étroitement avec le docteur Stephen Porges. La théorie polyvagale est la science qui consiste à se sentir suffisamment en sécurité pour tomber amoureux de la vie et prendre le risque de vivre. Et donc cette théorie, elle décrit la science de la connexion en proposant une carte du système nerveux pour guider notre expérience humaine. Elle détaille aussi les compétences que nous pouvons mettre en pratique pour renforcer notre capacité à nous ancrer, nous et les autres, dans la sécurité et la régulation au gré des défis posés par la vie, mais aussi pour s'épanouir. Elle nous offre une manière d'aborder le monde qui nous permet de comprendre la nature humaine à un niveau profond, empathique et satisfaisant. Elle apporte une explication de l'influence qu'exerce notre santé, un monde où règne l'insécurité, les traumas et l'anxiété. Et de la manière dont nous pouvons tirer notre corps et notre cerveau des griffes d'un monde qui semble fait pour nous effrayer et nous blesser. La TPV, donc la théorie polyvagale, nous permet de donner un sens au comportement qui nous active chez nous, mais aussi chez les autres. Mais aussi de voir ce qui se trouve sous la surface d'actions apparemment irrationnelles ou agressives et de les interpréter comme réponses naturelles au monde dans lequel nous vivons tous. Ça éclaire aussi, tu vois, ces moments viscéraux où notre corps se sent poussé par des instincts qui échappent à notre contrôle conscient ou agit d'une manière qui n'est pas du goût de notre cerveau. Les innombrables personnes qui souffrent de trauma ou d'anxiété chronique voient souvent leur expérience assombrie par un sentiment de confusion et de doute. Ce qui leur arrive à elles et à leur corps est considéré comme un mystère. Et la théorie polyvagale fait la lumière sur ce mystère. Et pourquoi polyvagal? Poly signifie multiple et vagal signifie le nerf vague, qui joue là un rôle clé. Donc, un système nerveux régulé est fondamental pour pouvoir naviguer dans le monde avec un sentiment de sécurité et de bien-être. Et enfin, ce qu'il faut comprendre dans la théorie polyvagale, c'est qu'il y a 3 grands principes. Donc la première, ça va être la hiérarchie autonome. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin, c'est-à-dire les 3 états polyvagales, soit les 3 états du nerf vague en quelque sorte, qui fonctionnent dans un certain ordre et sont dotés de voies prédéfinies. Donc ils ont chacun un rôle bien distinct. Ensuite, on a la neuroception. En gros, c'est comme un radar invisible dans ton corps qui scanne en permanence ton environnement et même ton monde intérieur pour savoir si tu te sens en sécurité, en danger ou en très grand danger. Et ce radar ne passe pas par le mental. Tu ne le contrôles pas. Il agit automatiquement, même si tout semble aller bien en surface. Je vais te donner 2 exemples. Tu entres dans une pièce, tout le monde sourit, mais tu sens, il y a un malaise. Ce n'est pas ton mental, c'est ta neuroception qui a capté quelque chose de subtil. Par exemple, une tension, un ton de voix, un regard. Un autre exemple, c'est tu es avec une amie, rien ne se dit, mais tu te sens tout de suite apaisé. Ta neuroception a capté la sécurité. Et donc, tu as peut-être compris que lorsque tu es hypersensible, cette neuroception est beaucoup plus réceptive. Donc, on pourrait dire que c'est un peu comme une sorte de 6e sens, un peu subtil, mais très physiologique. Mais je ne dirais pas que ça va jusqu'à l'intuition. C'est différent. Et pourquoi c'est important? Parce que si ta neuroception détecte du danger, même léger, ton corps passe en mode
survie. Donc tu vas ressentir des tensions, du stress, figement, évitement, de l'hypervigilance. Et tu peux douter de toi, t'auto-saboter, avoir du mal à poser tes limites, te sentir trop ou pas assez, même si rationnellement, tout semble OK. Ensuite, le dernier point des 3 grands principes de la théorie polyvagale, c'est la co-régulation, c'est-à-dire avoir des moments où tu peux te connecter aux autres en toute sécurité. Et c'est un ingrédient nécessaire, indispensable au bien-être et surtout à l'équilibre d'un système nerveux sain. Et pourquoi? Parce que c'est différent de la régulation par soi-même, qui a des limites à un moment donné, même si tu peux soutenir ton système nerveux, et c'est ce qu'on fait ensemble avec les pratiques somatiques, ça va t'aider à soutenir ton système nerveux, retrouver une homéostasie, donc un équilibre, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, à la base, nous sommes des êtres sociaux. Physiologiquement, on n'est pas fait pour vivre seul. On reste des animaux. Et donc, on a besoin de l'autre, on a besoin de la communauté, on a besoin d'appartenance. Et ça, c'est un point vraiment important que beaucoup de thérapeutes qui se servent de la théorie polyvagale mettent un peu de côté. Et c'est un point culminant que met en avant le docteur Stephen Porges. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom de famille, je n'ai pas vérifié, donc tu m'excuseras encore une fois. Je ne suis pas très douée des fois quand c'est les noms en anglais, qui souligne à quel point c'est une nécessité, les interactions sociales sécures pour notre santé. C'est un impératif biologique, un besoin ancré en nous, tout autant que celui de manger ou dormir. Même si tu es une louve solitaire, tu as quand même besoin de ça. Tu as besoin d'avoir des amis avec qui tu peux se sentir bien. Être toi, même rigoler, partager tes doutes, partager des moments. Je répète, on n'est pas fait pour être seul. D'où l'importance d'avoir des relations saines. Et quand je dis relations, c'est autant familiale, amoureuse qu'amicale. Si ce n'est pas le cas, il va falloir réfléchir et peut-être faire un tri, prendre des décisions. Et la co-régulation, c'est en premier le fait de se sentir bien avec l'autre, en sécurité. Ensuite, la proximité, c'est-à-dire la communication face à face. Donc se regarder. Donc désolé, mais tu ne régules pas ton système nerveux quand tu es en FaceTime avec ta bestie, en visio, parce qu'on a besoin de se regarder, comme je t'ai dit, dans les yeux. Les expressions du visage, la voix. Il faut juste voir la période de Covid, l'isolement, le manque d'interaction, de contact pour comprendre. C'est donc par les interactions en face à face et uniquement en face à face que notre corps est capable de déterminer si nous avons ou non rempli ce quota. Parce que vient aussi le contact. Les humains en ont besoin avec d'autres humains, comme ils ont besoin d'eau et de nourriture. C'est un besoin ancestral. Tu sais, il y avait une étude tristement célèbre dans l'histoire de la psychologie et de la médecine. C'est un exemple poignant de l'importance du contact humain, du toucher et de la sécurité relationnelle dès la naissance. Un sujet profondément lié à l'attachement, à la régulation du système nerveux et donc aussi à l'estime de soi. Et donc c'est une étude dans les années 40 par le docteur René Spitz, qui était un psychanalyste qui a étudié le développement des nourrissons dans des orphelinats et hôpitaux. Et cette étude était sur des nourrissons privés de contact. Dans ces institutions, les bébés recevaient de la nourriture, des soins médicaux, mais aucune affection, aucune présence chaleureuse, ni contact physique régulier. Pas de câlin, pas de regard, pas de voix douce, pas d'attention émotionnelle. Les résultats ont été dramatiques. Au bout de quelques mois, il a observé chez ses nourrissons une perte d'appétit, des troubles du sommeil, une inhibition du développement moteur et émotionnel. Et le plus terrible, un taux de mortalité extrêmement élevé, sans cause médicale apparente. Ils mouraient littéralement de privation de liens, de manque de contact affectif, de manque de sécurité relationnelle. Donc ce que ça nous apprend aujourd'hui,
par les neurosciences, l'attachement et l'estime de soi, le toucher, la présence émotionnelle. Les liens sécures sont vitaux, pas juste agréables. Notre système nerveux se construit grâce à la relation, au regard aimant, au corps à corps sécurisant. Quand un enfant ne reçoit pas cela, il peut survivre, hein, mais à l'intérieur, il développe souvent des réflexes de survie, hypervigilance, anxiété, une fragile estime de soi. Je ne suis pas digne d'amour, je ne mérite pas d'attention. Et donc, ça reste du traumatisme, hein. Encore une fois, le trauma, ce n'est pas que la guerre, les catastrophes naturelles, le viol. Et là, tu peux comprendre aussi peut-être que tu n'as pas reçu ça depuis même in utero, tu vois. Bébé, depuis l'enfance, cette affection, ce lien, ce contact, cette intimité. Je ne parle pas de sexualité là. Bah, ça peut expliquer certains mots, ce manque d'estime, ce sentiment de différence, de ne pas appartenir à ce monde, d'être trop ou pas assez. Ton besoin de lien, de douceur, d'être touché émotionnellement ou physiquement, ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Et pour finir, dans la co-régulation avec l'autre, ça va être justement le lien, l'intimité. Pense à un enfant dans les bras de sa mère, ou deux personnes blotties l'une contre l'autre. Avoir une relation d'intimité, c'est être immobilisé sans peur. Et plus ça se répète, plus ça va multiplier les sentiments de confiance, de sécurité et d'amour. Et cette intimité, elle exige aussi de la vulnérabilité. Mais pourquoi, tu vas me dire? Comment se fait-il que des liens sociaux contribuent à notre santé? Bon, je viens de te le dire, mais bon, il y a d'innombrables études qui confirment que ceux d'entre nous qui bénéficient d'un solide réseau de soutien social sont mieux armés contre presque tous les troubles de la santé physique ou mentale. Le nerf vague, il n'agit pas seul, hein. Il partage la responsabilité avec d'autres mécanismes neurophysiologiques et neurochimiques. Parmi eux, une molécule simple et de plus en plus célèbre qui joue un rôle clé, c'est l'oxytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour ou du câlin, qui est aussi étroitement liée avec une autre hormone, la vasopressine. Pendant des dizaines d'années, on pensait que l'oxytocine tenait un rôle plutôt limité au sein de notre corps. On l'a considérée comme essentielle à la lactation et à l'accouchement, mais c'était à peu près tout. Mais aujourd'hui, et grâce aussi au travail de Sue Carter, professeure de psychologie et chercheuse en biologie qui a été la première à définir l'endocrinologie, soit le système hormonal des liens sociaux, on commence désormais à comprendre que même l'amour n'est que la partie émergée de l'iceberg, de l'oxytocine. Alors oui, cette substance est essentielle à l'amour, à la formation des couples et à tout ce qui va avec. Mais les nouvelles recherches sur l'oxytocine montrent qu'elle ne se contente pas de nous faire ressentir de la chaleur et du bien-être. Elle nous permet aussi de guérir au niveau physique et d'être plus résistants d'une manière que les scientifiques n'ont pas fini de découvrir. Et donc, les interactions en face à face peuvent libérer de l'oxytocine. Il y a des recherches qui montrent les effets positifs de l'oxytocine dans le traitement des troubles, parmi lesquels les problèmes cardiaques, la schizophrénie, le diabète et certains types de cancers. Quand tu es soumis au stress et à la contrainte, tes niveaux d'oxytocine montent en flèche pour t'aider à faire face à la situation. L'oxytocine agit alors en tant que puissant anti-inflammatoire et antioxydant, doté de la capacité de calmer et de restaurer. Les orgasmes et l'exercice physique intense font partie des nombreuses autres manières de libérer de l'oxytocine. Tu sais ce qu'il te reste à faire, girl, hein. Quand je pense que notre corps est extraordinaire et qu'il n'est jamais contre nous, même si des fois c'est très difficile, je le conçois. Donc, on continue. Tu vas voir que dans cet épisode, tu vas apprendre aussi du nouveau vocabulaire, du coup, par exemple, réguler, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Réguler, ça veut dire quoi concrètement? Réguler, c'est apprendre à revenir à un état de calme et d'équilibre après avoir vécu une émotion forte, du stress ou de l'anxiété. C'est comme ajuster le thermostat de ton corps et de ton cœur pour ne pas rester en surchauffe ou en mode glaçon. Quand tu régules ton système nerveux, tu reprends ton souffle, tu te reconnectes à ton corps, tu retrouves ta clarté mentale et émotionnelle, tu ne réagis plus depuis la peur, mais depuis ta force intérieure. Tu reviens à l'équilibre. C'est comme
la force dans le tarot. C'est exactement ça, cette maîtrise. Et les neurosciences montrent que c'est la base pour se sentir bien dans sa peau, faire des choix justes et construire une estime de soi solide. Et il y a aussi quelque chose à bien comprendre et où beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que réguler son système nerveux, c'est pas être tout le temps dans le système parasympathique. Beaucoup croient que réguler, c'est genre être toujours zen ou genre jamais stressé. Alors que ce n'est pas du tout ça en fait. Un système nerveux régulé, ce n'est pas être toujours calme, ni fuir les émotions fortes. C'est avoir la capacité de revenir à ton équilibre naturel après un stress, une montée d'angoisse ou une tempête émotionnelle. Tu peux vivre des hauts, des bas, des conflits, des imprévus, mais tu ne restes pas bloqué là-dedans. Tu retrouves ton centre plus vite. C'est un peu comme une mer intérieure. Tu peux avoir des vagues, mais tu sais nager et tu sais revenir au rivage sans te noyer à chaque fois. Et les neurosciences appellent ça la résilience physiologique. Ta capacité à passer d'un état de tension, donc le sympathique, à un état de récupération, le parasympathique, sans rester figé ou en alerte permanente. Et c'est cette capacité qui renforce ton estime de toi, ton énergie, ta clarté mentale et ton pouvoir de choisir ce qui est juste pour toi. C'est savoir revenir au calme au lieu de rester en vrac pendant 3 jours, meuf, après un stress. C'est pour ça que j'aime aussi prendre l'exemple de la gazelle, tu vois, qui broute son herbe. T'as une lionne là qui va surgir, la gazelle, elle se met en état d'alerte, ok, genre mode survie activé. La lionne, elle lui court après, et si elle survit, 5 minutes après, la vie, genre, reprend son cours, tu vois, elle revient à brouter son herbe. Et ça, c'est normal. Mais nous, humains, non. Pour 95% des gens, ce n'est pas le cas, ni plus le cas, par notre quotidien hyper stressant, hyper connecté, sursollicité. Et après, on s'étonne, genre qu'il y ait des burn-out, des dépressions, des troubles de l'attention, du stress, de l'anxiété chronique et tout le tintouin. Et quand on dit équilibre naturel ou homéostasie, c'est l'équilibre entre les deux états de notre système nerveux. Oui, même le sympathique, parce qu'il est notre état de veille. Quand je suis en train de te parler à travers ce podcast, je suis principalement activée par le système nerveux sympathique, mais de façon fonctionnelle et saine. Parce que le système sympathique, c'est celui qui s'active quand tu es en mouvement, dans l'action, dans le focus, la concentration, ou quand tu réponds à une stimulation, même douce, comme une réflexion intérieure ou un échange de messages. C'est lui qui te permet de te mobiliser, de chercher des mots, de structurer ta pensée, de taper sur ton téléphone ou ton clavier. Et si je suis détendue en même temps, connectée à mon ressenti posé, il est probable que mon système parasympathique soit aussi présent, notamment via le nerf vague ventral. Tu vas comprendre qu'il y a 3 états, souviens-toi, poli. Et là, je suis alors dans un état de mobilisation sécurisé, fluide, connecté, mais sans stress ni tension. On appelle ça un état de floraison nerveuse. C'est un équilibre très doux entre une légère activation sympathique, donc mobilisation pour réfléchir, formuler, agir, et une activation parasympathique ventrale, connexion, calme, présence, lien social. C'est l'état idéal pour créer, réfléchir, écrire, apprendre, parler, faire un live, faire un podcast, guider un atelier par exemple comme celui-ci que je fais dimanche. Donc, mon sympathique est actif, je fais une action, mon parasympathique ventral peut aussi l'être si je ne suis pas stressée, tendue ou sous pression. Donc on va parler maintenant du nerf vague. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ce n'est pas un nerf unique, mais plutôt un faisceau de nerfs qui contient plusieurs branches de fibres neuronales qui part du tronc cérébral et parcourt le corps, affectant de nombreux organes différents en cours de route, parmi lesquels donc le cerveau, le cou, les muscles faciaux, l'oreille interne, le cœur, les poumons, le système digestif et la colonne vertébrale. C'est le plus long nerf crânien. Il est le volant, les freins, l'accélérateur et les capteurs de sécurité électroniques de notre corps. Donc on va maintenant voir justement cette carte de notre système nerveux. La théorie polyvagale montre que notre système nerveux réagit aux situations en fonction de 3 états principaux. La première, c'est le mode sécurité. Donc connexion et confiance, c'est la partie vague ventrale du nerf vague, donc c'est ton état optimal. Et ça, tu peux déjà l'identifier grâce à ta respiration. Tu respires dans le ventre. C'est comme les bébés, tu vois, avec leur petit bidou là, et tu vois que la respiration, elle est basse, elle est ample et facile.
Et le corps, là, il envoie le signal: «Je suis en sécurité». Sentiment de calme, sécurité et foi, capacité à agir, penser clairement, changer même ses croyances, corps en équilibre, digestion, sommeil, énergie fluide. Meuf, on est au top. Comment tu te sens? Bah, tu confiance en toi et aussi en les autres. Tu es ouverte à la vie, inspirée, tu es créative, tu es capable de prendre des décisions, de poser des limites, de dire non avec clarté, d'être présente, ancrée, réceptive à tes émotions sans t'y noyer. Et chez la femme hypersensible, c'est l'état où ton hypersensibilité devient un super pouvoir. Tu ressens finement, mais sans être submergée. Tu peux entendre tes besoins et y répondre avec douceur. C'est aussi là que la reprogrammation des croyances, la visualisation, l'autocompassion fonctionne vraiment, surtout quand tu veux reconstruire une estime plus saine. Ensuite, on a le mode survie, donc c'est l'état alerte, de stress et d'hyperactivation. Ok, c'est le système nerveux sympathique, donc fuite ou combat. Ce qui se passe dans ton système nerveux, il te prépare à réagir. Ton corps perçoit une menace, même si elle est émotionnelle ou imaginaire. Pourquoi imaginaire? Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le non réel. Sentiment de menace, anxiété, agitation. Tu as des pensées négatives en boucle, incapacité à lâcher prise. Le corps est sous tension, fatigue chronique, inflammation, troubles digestifs. Comment tu te sens? Grande agitation, pas que mentale, hein, tu as du mal à rester en place. Tu es tendu, tu es agité, tu es dans le faire, le contrôle, la perfection. Tu peux te sentir surréactive, la moindre remarque, le moindre contretemps peut te déclencher. Tu es hyper vigilante, comme si tu guettes tu guettes en permanence quelque chose de mauvais qui va arriver. Tu ressens une pression constante de ne pas être assez, de devoir prouver. Tu te coupes de ton ressenti pour gérer ou t'adapter. Tu continues à avancer en te suradaptant à l'autre, aux attentes, mais au prix de ton énergie. Tu peux être hyper productive, hein, mais totalement déconnectée de tes besoins profonds. Je pense que ça nous est déjà toutes arrivé, où tu avais une tâche à faire super importante. Tu avais peut-être un peu de retard, où tu t'es dit, il faut absolument que ça soit fini, et tu y passes la journée. À peine tu manges, bois ou fais une pause. Et ça, ce n'est pas l'état, tu vois, genre de flow, hein, comme on peut dire, où j'ai pas vu le temps passer tellement c'était bien. Non, meuf, c'est du stress, un état d'urgence. Les pensées anxieuses, les ruminations, les il faut, les je dois, j'aurais dû, le mental qui tourne en boucle sont souvent présentes ici. Et là, il y a un point qui est important, surtout lorsque tu fais un processus thérapeutique et que tu comprends pas peut-être pourquoi rien ne change, ou très lentement, ou même physiquement, pourquoi c'est compliqué de changer dans cet état. Quand ton système est en mode survie, ton cerveau, il privilégie la protection, hein, plutôt que l'exploration, hein. Il devient très difficile, hein, de changer tes croyances ou de prendre des décisions alignées, car ton esprit est en état d'alerte constant. Et c'est pareil pour la guérison, comme je te l'ai dit. La guérison, l'accès au changement et même à l'inconscient opère dans le système parasympathique. C'est logique, me diras-tu. Et pourtant, tu peux te dire des fois, mais tout va bien, je suis pas stressée. Et inconsciemment, ton système nerveux est en état de stress, vigilance. Il te protège, il n'est pas contre toi. Donc vient ensuite le troisième état qui est rattaché au système nerveux parasympathique. C'est le mode effondrement. Donc figement, déconnexion, repli sur soi. Et ça, c'est la partie du vague dorsal du nerf vague. Ok, donc au niveau vraiment de la poitrine, le shutdown. Et tu peux avoir ce sentiment de vide, d'impuissance, d'une dissociation, manque total de motivation, incapacité à agir. Le corps est épuisé, des douleurs inexpliquées, tu manques d'énergie. Et tu sais, tu peux ressentir vraiment même dans ta respiration comme si tu étais coupé un peu là, de la partie basse de ton corps. Tu sais, tu ressens, quand je dis un vide, c'est, tu sais, au niveau vraiment de ce cœur, de la poitrine, tu vois. Et ce qui se passe dans ton système nerveux, c'est que ton nerf vague dorsal, il est activé. Le corps se met en mode survie silencieuse. C'est une réponse archaïque, comme un animal qui fait le mort pour se protéger. C'est l'état quand tu es aussi en deuil, en burn-out, en dépression. Et tout est lourd en fait. Genre t'es un zombie en fait. T'es juste là, tu survis.
C'est qu'à un moment donné, il y a un trop-plein de stress émotionnel, hein, mental, physique, bref, le système nerveux, encore une fois, veut te protéger. Il est câblé sur la survie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur le bouton arrêt comme un interrupteur lorsque c'est trop intense. Et ça, tu comprends beaucoup, beaucoup de choses. J'en avais parlé dans l'épisode 45, qui se nomme Plan d'action, retrouver paix, vitalité et foi, quand j'étais en métropole et que je parlais un peu plus de ce que je traversais et de ce que j'avais mis en place justement pour reprendre, revenir, voilà, tout simplement, tu vois, à la vie et à ce que j'aime, etc. Et où je te parlais de mon année 2024, qui avait été très difficile et qui avait débuté vraiment en 2023, mais c'est vraiment les derniers mois avant que je rentre en métropole où là, tout s'effondrait. Et je me dis, mais heureusement que je fais ce que je fais, car je me suis vue en fait. Et du coup, j'ai pu réagir aussi facilement. Mais ça n'a pas été facile du tout. J'étais rentrée en métropole, je crois que c'était le 30, tout le mois de janvier. Je n'ai rien fait. J'étais épuisée. J'ai passé mon temps à dormir, à ne pas faire grand-chose. Ça faisait genre 3 ans déjà que j'avais pas eu des vacances, de vrais moments de déconnexion. Puis il y avait d'autres problèmes de santé, financiers, amoureux. Bref, j'avais décroché genre le cocktail, mais genre parfait, c'est genre le ticket gagnant. Ça montre aussi que même si je suis thérapeute, il y a des périodes de vie où tu peux t'effondrer. J'ai pas un gilet pare-balles. Mais par contre, j'en ai tiré des leçons, j'ai grandi, j'ai mieux compris aussi mon corps, ces états du système nerveux. Et je me disais, ça n'a rien à voir avec toi, Jen. Même si je ne te cache pas que mon estime en avait pris un petit coup, mais c'était plutôt des parts de moi blessées que véritablement mon estime qui parlait. Je me disais, c'est physiologique, c'est ton cerveau, c'est normal. Je répétais ça à chaque fois. Et ça m'a tellement aidée. J'ai pris beaucoup de recul. Je me suis pas culpabilisée, tu vois, de passer une journée allongée sur le canapé à dormir ou à regarder un film, car physiologiquement, je ne pouvais pas faire autre chose. Et ça n'avait rien à voir avec la volonté. J'étais présente pour moi, pour mon corps au début. Je posais juste une main, tu vois, sur ma poitrine. Puis petit à petit, quand je sentais l'énergie revenir, aussi infime soit-elle, je remettais du mouvement avec beaucoup de douceur, même si ça ne durait que 5 minutes. Et j'ai continué comme ça, jusqu'à revenir dans cet état de connexion, de sécurité, ressentir à nouveau l'envie, la joie, l'enthousiasme, l'action, des moments de bonheur, de foi. Et tout comme le mode survie, cet état est un frein à la transformation. Pourquoi? Dans cet état, ton système nerveux bloque toute forme d'action. Tu peux avoir l'impression d'être coincé, incapable de sortir de schémas répétitifs, même avec la meilleure volonté du monde. Tu vois, c'est là où il faut bien comprendre qu'on est des êtres complexes. On a une physiologie, une chimie. Ce n'est pas que spirituel, tu vois, ou que un état d'esprit, le mindset à avoir. Et donc, dans cet état, tu te sens lente, vidée, sans élan, un zombie, vraiment. Couper tes émotions ou envahies sans pouvoir les exprimer. Tu peux ressentir, comme je t'ai dit, du vide, de la honte, de l'auto-culpabilisation, une forme d'impuissance, voire d'anesthésie émotionnelle. Franchement, il y avait des moments où je ressentais rien, meuf. C'était... J'étais là, ouais, non. Ça me faisait même plus plaisir, quoi. Tu n'arrives plus à avancer malgré ta volonté. Tu sens que quelque chose te bloque, mais tu ne sais pas quoi. Tu es dans un repli silencieux, un mutisme, parfois une fatigue inexpliquée. Et les outils classiques de développement personnel ne fonctionnent plus ici. Il faut d'abord restaurer la sécurité dans le corps. Pourquoi c'est essentiel de connaître ces états? D'où le but de ce podcast. Parce que l'estime de soi, une vie la plus épanouissante possible, surtout en tant qu'hypersensible. Déjà, on n'est pas là que pour souffrir, mais même dans tout changement au final durable, et dans tout le lien, comme on a vu, relations, etc. On a besoin de sécurité. Donc comprendre ton état te permet de choisir la bonne réponse, et là tu peux donc agir pour toi. J'ai agi lorsque j'étais en effondrement. J'ai choisi de ne rien faire. C'est un choix. Puis au fur et à mesure, j'ai agi différemment. Mais il faut aussi avoir conscience que c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que tu peux rester des années dans un burn-out, une dépression,
enfermé dans les mécanismes de ta propre psyché, de ton système nerveux. Mais c'est là où demander de l'aide est important. Et tu sais quoi, j'en avais même demandé. Je suis allée voir. Alors moi, je travaillais moi-même sur la partie somatique, tu vois, parce que je sais ce qu'il faut faire sur le corps avec le yoga, les pratiques somatiques, etc. Mais j'avais aussi quand même besoin aussi de liens, tu vois, de voir quelqu'un, d'être vu, écouté. Et donc, du coup, je suis allée voir aussi une psy. J'ai rencontré aussi un magnétiseur par hasard. Et donc, en plus de mes pratiques, je ne me suis pas abandonnée. Et c'est ça, être une femme dans sa souveraineté. Et c'est un de tes super pouvoirs, femme. Il y a un dernier état que j'aimerais qu'on aborde, c'est le fawn. F-A-W-N. Une réponse de survie qui est très fréquente chez les femmes hypersensibles et pourtant souvent méconnue. Alors, elle ne fait pas officiellement partie des 3 états décrits dans la théorie polyvagale de base, mais elle est une combinaison subtile entre l'état sympathique, donc la mobilisation, et l'état dorsal, le figement. Et le docteur Stephen Porges l'aborde dans son travail. Je me suis dit que c'était aussi pertinent de t'en parler pour que tu comprennes mieux les choses, et surtout toi, les autres. La connaissance de soi, girl. Je ne le répéterai jamais assez. La connaissance de soi. Et donc le faune, c'est quoi? C'est plaire pour survivre. C'est une réponse de soumission ou d'apaisement par la complaisance qui a été introduit par Pete Walker, un psychothérapeute spécialisé en traumatisme complexe et popularisé dans le champ de la psychologie des traumas. En pratique, le faune correspond à une stratégie de régulation relationnelle du type je m'efface ou je m'adapte pour survivre, qui combine donc une mobilisation sympathique légère, d'anticipation, vigilance, anxiété sociale, avec une déconnexion partielle de soi, donc la partie dorsale vagale, inhibition, dissociation très légère, et un conditionnement relationnel profond, souvent appris dans l'enfance. Par exemple, si je suis gentil, je suis aimé. Mais attention, le faune n'est pas une branche autonome du nerf vague, comme le ventral ou le dorsal. Mais c'est une stratégie relationnelle de survie qui résulte d'un mélange d'activation polyvagale en lien avec la neuroception sociale. Et donc, on l'a vu, comme je te l'ai dit, cette neuroception, c'est quoi? C'est comme un radar invisible dans ton corps qui scanne en permanence ton environnement et même ton monde intérieur pour savoir si tu es en sécurité, en danger ou en très grand danger. Et ce radar, il ne passe pas par le mental, tu ne le contrôles pas, il agit automatiquement. Et donc, on va revenir au faune. Et ce qui se passe dans ton système nerveux, c'est que ton système nerveux, il capte un danger relationnel. Exemple, rejet, abandon, conflit. Tu te mobilises, donc tu actives le sympathique pour faire ce qu'il faut, entre guillemets, mais en te coupant de toi. Donc là, c'est le dorsal qui agit, pour rester en sécurité. Tu entres dans un automatisme de survie. Plaire, aider, sauver, être parfaite ou gentille pour éviter la menace. Comment tu te sens? Inconsciemment, tu dis oui quand tu penses non. Tu ressens beaucoup pour les autres, mais tu t'oublies. Tu te suradaptes, tu suranticipes. Tu as du mal à poser des limites, à dire non, à t'affirmer. Tu es souvent perçue comme forte, douce, empathique, mais à l'intérieur, tu es épuisée, vidée, confuse. Et chez la femme hypersensible, le faune est très fréquent car tu ressens finement les émotions et besoins des autres. Tu as développé cette stratégie pour ne pas déranger, ne pas créer de conflits, ne pas être rejeté. Tu peux rester longtemps dans des relations toxiques à sauver les autres et à t'oublier. Et ce qui est piégeant avec le faune, ce n'est pas vu comme un problème, car socialement, être gentille, serviable et empathique est valorisé, surtout quand tu es une femme. Mais intérieurement, c'est un abandon de soi, clairement. Et cela bloque l'accès à ton pouvoir personnel, à ta vérité, à ta voix.
Le faune n'est pas un trait de caractère, hein, c'est une réponse de survie. Ce n'est pas toi qui es trop gentil, trop sensible ou nul pour t'affirmer. C'est ton système nerveux qui a appris à survivre ainsi, souvent dès l'enfance. N'oublie pas que ton système nerveux a été programmé, à baigner dans ce qu'il a ressenti, ce qu'il a mémorisé d'émotionnel. Et je te rappelle que 95% est inconscient. Lorsque quelqu'un perçoit souvent inconsciemment une menace dans le lien social, le système nerveux il va s'activer. Il va activer la stratégie la plus adaptée pour restaurer la sécurité relationnelle. Et dans certains cas, cela passe par le fait de plaire, d'éviter le conflit, de se soumettre ou de s'effacer. Ça, c'est la stratégie faune. Et un autre point pertinent que soulève le faune, c'est dans les traumatismes sexuels. Et je rappelle, le mode faune, ou réponse d'apaisement par la soumission, est une réaction de survie face à une menace perçue comme impossible à fuir ou à combattre. Et dans le cas de traumatisme sexuel, cette réponse est souvent incomprise, voire utilisée contre les victimes, notamment dans les tribunaux ou les discours sociaux. Quand une personne se retrouve dans une situation de viol ou d'agression sexuelle, son système nerveux évalue très rapidement, neuroception, le niveau de danger. Si le combat ou la fuite semble impossible, par peur, sidération, domination, rapport de force, etc., le corps bascule souvent dans une réaction de figement, dorsal vagal, et ou de faune. Se soumettre, ne rien dire, faire comme si de rien n'était, obéir, acquiescer, tout cela pour survivre. Et c'est justement là que l'incompréhension sociétale se joue. Des phrases comme « Mais pourquoi elle ne s'est pas débattue ? Elle aurait dû crier, se défendre, fuir ?» Ces remarques ignorent totalement le fonctionnement réel du système nerveux. Lorsqu'il est en mode survie, ce n'est pas la volonté consciente qui dirige les actes, mais l'instinct de survie archaïque. Ce n'est pas une absence de volonté, c'est un mécanisme automatique de protection. Ce que la théorie polyvagale permet d'expliquer, que se figer ou se soumettre n'est pas un choix, mais une réponse du système nerveux autonome, que le corps peut sauver la vie en coopérant temporairement avec l'agresseur pour éviter un danger plus grave encore ou la mort, que la honte et la culpabilité ressenties ensuite par les victimes viennent aussi du fait que leur système nerveux a été mal interprété par elles-mêmes ou l'environnement. C'est pourquoi comprendre le faune aide à libérer la honte, à déculpabiliser les victimes et à mieux accompagner la guérison du trauma, notamment sexuel. C'est très important pour moi de parler de ce point-là, de remettre plus de compréhension et surtout d'empathie, de bienveillance et d'humanité. Et donc, comment sortir du faune ? En restaurant la sécurité intérieure par la régulation vagale, en identifiant tes schémas de suradaptation, apprendre à poser des limites douces mais fermes, reconnecter à tes besoins profonds, te réapproprier ton corps, ta voix, ta vérité. Et encore une fois, demande de l'aide si c'est trop dur. Et si tu as vécu des traumatismes sexuels, trouve un thérapeute spécialisé et informé dans la théorie polyvagale ainsi que le faune. Maintenant que tu sais ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu as l'impression d'être en panique pour rien, de bloquer sans comprendre pourquoi ou que tu retombes toujours dans les mêmes schémas, il est temps de reprendre le contrôle. Et donc maintenant, je suis sûre que tu as envie de travailler sur ton système nerveux, d'apprendre à ramener de la sécurité. Tu vas pouvoir commencer dès dimanche et continuer cet été car j'organise des immersions en visio. Il y en a 2 par mois. En juillet, la première démarre le 6 juillet et août où on va pratiquer ensemble et je vais te transmettre aussi des outils somatiques puissants, efficaces, prouvés par la science pour cultiver cette sécurité intérieure, souffler, véritablement sortir du mode survie, te revaloriser et retrouver de la paix. Je vais t'apprendre à réguler ton système nerveux pour sortir des modes de survie comme le figement, le faune ou la déconnexion. Je vais t'apprendre à utiliser cette connaissance pour retrouver une vraie confiance en toi, reprogrammer tes croyances limitantes et passer à l'action sans t'épuiser.
on arrête de subir, on réinforme son corps, on se redonne les rênes, on redevient souveraine. Allez, tu nous rejoins, j'ai hâte de te rencontrer, ça dure 1h15 et tu as toutes les infos dans la description de cet épisode pour le programme complet et t'inscrire. Voilà, ça fait tellement longtemps que je voulais faire un podcast sur le sujet, c'est passionnant, j'adore. Et je te prépare aussi d'autres épisodes pour aller encore plus loin sur ce système nerveux et en lien avec l'inconscient, l'héritage familial, l'estime de soi. Si ça t'a plu, partage-le. J'ai besoin de toi aussi pour faire connaître mon travail et surtout relancer le podcast après cette longue pause. Et grâce à toi, on peut booster la visibilité. Je te remercie infiniment de ton écoute, surtout si tu es là depuis le début du podcast. Si je te retrouve pas dans les ateliers, et ça serait bien dommage, on se retrouve très bientôt. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!